première étape de ce tour du monde de la gastronomie, Hong Kong. Là-bas, les habitants de la plus grande région administrative chinoise raffolent des dim sum. Les dim sum, vous savez, ce sont des grosses ravioles cuites à la vapeur ou frites. Les chefs cuisiniers locaux aiment prendre le temps de les préparer à la main, mais victimes de leur succès, les dim sum sont désormais fabriqués dans des usines par des machines. Regardez. Une spécialité cantonaise. Dans ce restaurant de Hong Kong, chaque dim sum est fait à la main. Ces petits raviolis sont ensuite cuits à la vapeur ou frits avant d'être servis à des millions de gourmands. Mais face à la forte demande, certains établissements abandonnent le fait main pour des produits industriels. Pour ce chef, c'est contraire à l'esprit du dim sum. On travaille dur et on continue à les faire à la main. Un dim sum fait à la main est frais, il donne faim aux gens, rien que par son aspect et sa texture. C'est justement cette difficulté qui détourne la nouvelle génération de cuisiniers de l'art du dim sum, estime le chef de ce restaurant chic du centre de Hong Kong. Beaucoup de jeunes vont travailler dans les restaurants occidentaux, japonais ou dans les hôtels. Il y en a de moins en moins dans les restaurants chinois. Pour maintenir le savoir-faire en vie, l'apprentissage de cette spécialité est obligatoire dans cette école de cuisine chinoise. Ma famille ne m'encourage pas à faire ce métier parce que les journées sont longues et que les conditions de travail sont dures. Mais ça m'intéresse vraiment et je suis sûre qu'en persistant, je peux devenir un excellent chef de dim sum. Ces petits plats ne sont pas près de disparaître des tables hongkongaises, mais les dim sum faits main restent un patrimoine fragile qu'une poignée de chefs continuera de défendre. Et un autre patrimoine, cette fois-ci français, légué au Vietnam, un produit emblématique de l'Hexagone, le pain baguette. Ça fait 60 ans que la France a quitté le Vietnam, mais la popularité de la baguette ne faiblit pas. Andrea Benisti, bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que ce banh mi? C'est quoi? C'est une sorte de sandwich? Exactement, c'est un sandwich fait avec du pain baguette et on peut peut-être deviner son héritage français à travers son nom. Le banh mi, c'est un mot qui a été déformé et à la base c'était le pain de mie. Donc les Français étaient très fiers de ce plat, spécialement dans la capitale à Hanoï, parce que c'était le symbole de l'influence française jusque dans les cuisines vietnamiennes et surtout parce que le pain baguette était distribué aux soldats en Indochine lorsque l'Asie du Sud-Est était sous domination française. Mais pour pouvoir manger ce pain, il fallait bien le produire et les Français ne voulaient pas exercer des métiers à faible revenu comme celui d'artisan boulanger. Et c'est pour cela que les Vietnamiens et les Chinois se sont mis à produire ce pain et c'est comme ça que le savoir-faire s'est transmis. Et c'est donc dans les années 1910 que ce pain-là a été distribué dans les rues du Vietnam. Et c'est pour cela qu'il est encore tant apprécié par les Vietnamiens. Il y a même un boulanger vietnamien qui est très populaire pour ce type de pain. Il s'appelle Oan et il nous a livré le secret du succès de son banh mi. Je prépare le banh mi à la française après avoir appris de boulanger français. Je le prépare à la française, c'est pour ça que les clients aiment mon pain baguette. C'est clairement une baguette, Andrea Benisti, mais qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? C'est des spécificités françaises aussi? Alors, au départ, pendant la période coloniale, c'est vrai qu'il y avait des spécificités. Par exemple, on agrémentait ce banh mi avec du pâté, de la coriandre fraîche, des concombres ou encore du beurre. Et puis, au fil du temps, ces ingrédients se sont adaptés au goût des Vietnamiens. Donc, on peut par exemple avoir maintenant de la viande, du poisson ou encore des légumes. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait ce client du restaurant, dans un restaurant de banh mi. Écoutez. Je pense que le banh mi est venu de France, mais la garniture a beaucoup changé. Avant, on mangeait du pâté français exporté vers le Vietnam, du pâté de foie en conserve qui était très bon. Maintenant, on ajoute des œufs frits et d'autres garnitures, mais sur une base de banh mi garni. Voilà Valérie, alors aujourd'hui le banh mi est tellement ancré dans le paysage gastronomique vietnamien que les clients ne voient plus du tout ce sandwich comme l'héritage du savoir-faire tricolore. Et puis ça arrange bien les chefs parce que c'est facile à faire et qu'en plus, à l'heure du déjeuner, ça se vend comme des petits pains. Et si des petites têtes de lapin dans des assiettes de clients ravis, ça vous surprenait? Eh bien non, sachez que c'est une scène quasi quotidienne en Chine où le plat est devenu un élément phare de la cuisine locale. La dégustation s'effectue les mains gantées, une tradition ancestrale de l'Empire du Milieu. Toutes les explications, si vous avez faim, c'est maintenant, c'est dans ces reportages.
Au milieu des tripes, coups et becs de canard, trône un mets prisé dans la province du Sichuan. Des têtes de lapin marinées dans un bouillon épicé. L'animal est particulièrement apprécié dans cette province longtemps isolée par les montagnes. Au Sichuan, le lapin est devenu progressivement une spécialité emblématique. Je mange des têtes de lapin depuis que je suis petite et mes parents aussi. Mais je ne sais pas depuis quand date la tradition, si c'est depuis la dynastie Qing ou Yuan. Pour sublimer son goût, le lapin est vidé de son sang puis plongé dans un bouillon épicé pendant plusieurs heures. Une recette traditionnelle dans la province chinoise. À la nuit tombée, dans les ruelles de Chengdu, des petites échoppes proposent même des têtes de lapin à manger sur le pouce. Le lapin est dégusté comme une friandise, mais en dehors du Sichuan, les clients sont moins enthousiastes. Beaucoup de gens en dehors de notre province n'osent pas goûter. Quelques-uns peuvent manger la viande, mais ils ne peuvent pas manger la tête. Elles peuvent avoir une apparence assez terrifiante. Des réticences qui toutefois n'atténuent pas sa popularité. Les gastronomes chinois n'hésitent pas à se fournir directement en France ou en Italie. En Chine, près de 500 millions de têtes de lapin sont consommées chaque année, dont 200 à 300 millions uniquement dans le Sichuan. Alors Julie, on a parlé de la baguette qui a su conquérir l'Asie. On va maintenant parler d'un produit spécifiquement asiatique qui est en train de conquérir la France, l'ail noir. Oui, Valérie, on connaissait l'ail blanc. Eh bien, l'ail noir moins connu arrive sur nos tables, considéré comme un produit, comme un trésor culinaire. Il est originaire du Japon et très apprécié en Asie pour son concentré de saveurs. Alors aujourd'hui, il arrive en France et séduit de nombreux chefs, notamment pour les nombreux accords qu'il permet d'obtenir, surtout au moment de la cuisson. Car au moment de la cuisson, les gousses d'ail développent, selon le temps de séchage, des parfums de fruits confits ou secs, de la réglisse, du caramel ou un goût café-chocolat. L'ail devient savoureux, moins piquant, il gagne en douceur. Laurent Girard, un des premiers producteurs d'ail noir français, nous explique sa méthode de préparation. On écoute. Sans vous dévoiler tous mes secrets, je fais également une cuisson, comme les Japonais, les Asiatiques. Mais une cuisson sans rien du tout, sans rien rajouter, parce que j'ai pas d'eau de mer. Donc moi j'utilise des étuves, j'utilise l'eau qui est dans l'ail naturellement, ce qui fait que j'ai des temps de cuisson qui varient. Bon, mais Julie, comment on le cuisine ? Alors, certains parlent même de pépites culinaires et c'est vrai que si beaucoup de personnes n'aiment pas l'ail pour son goût fort et prononcé, ils apprécieront très certainement l'ail confit qui, lui, est plus doux et parfumé. Alors, il peut se cuisiner exactement comme l'ail blanc, aussi bien dans une sauce mélangée pour une salade, comme piqué dans un morceau de viande ou bien glissé dans un plat. Et d'ailleurs, selon Olivier Seyde, chef étoilé, il est idéal pour tous les plats, aussi bien sucrés que salés, que chauds ou froids. On écoute. On s'en sert de différentes façons. Enfin, moi, à l'heure actuelle, je m'en sers aussi bien pour faire des amuse que pour accompagner un poisson, pour faire certaines viandes, pour faire des entrées, pour faire des desserts. Donc voilà, je veux dire, c'est un produit qui est très polyvalent et qui permet justement de voir d'autres façons de l'utiliser, aussi bien en salé sucré qu'en chaud en froid. Alors on l'a compris, Julie, une fois en bouche, c'est une vraie révolution. Mais quelles sont ces vertus de cet ail noir ? Eh bien, depuis l'Antiquité, l'ail est connu pour ses bienfaits antiseptiques, ses vertus antiseptiques et ses bienfaits au niveau de la circulation et notamment au niveau du cœur. Le problème de l'ail, c'est qu'il est difficile à digérer et qu'il ne donne pas une très bonne haleine. Donc son alternative, eh bien, c'est l'ail noir qui, lui, non seulement a un goût plus doux et son odeur est moins forte, plus riche en antioxydants que l'ail blanc. Il permet de renforcer le système immunitaire, de combattre certains cancers et de lutter contre l'hypertension, le diabète ou encore le cholestérol. Voilà, une bonne idée. On va maintenant partir au Japon qui compte seulement 100 000 musulmans. Pourtant, certains restaurateurs nippons misent sur une cuisine 100% halal, une manière d'attirer la clientèle des pays du sud-est asiatique. On regarde. Des restaurants de grillades comme celui-ci, le Japon en compte des dizaines de milliers. Sauf que celui-ci fait partie des très rares enseignes à proposer de la viande halal. Le pays compte à peine 100 000 musulmans, mais cherche à attirer de plus en plus de touristes, de préférence fortunés, d'Asie du Sud-Est et du Golfe. Malgré tout, pour un musulman à Tokyo, se nourrir reste une tâche difficile. Ça serait bien de pouvoir essayer la cuisine japonaise. Mais tout ce qu'on peut trouver, c'est de la cuisine indienne, turque ou malaisienne. Ce n'est pas pour ça qu'on vient ici.
L'an dernier, le pays a supprimé le visa de touriste pour la Malaisie et la Thaïlande. Il fera bientôt de même pour l'Indonésie, plus grand pays musulman du monde. Ce restaurateur sri-lankais est chrétien, mais il a fait le pari de convertir son restaurant japonais au halal pour attirer cette nouvelle clientèle. Mais c'est parfois un vrai casse-tête. Les sauces contiennent souvent de l'alcool de riz et les plats du porc, les deux principaux interdits de la religion musulmane. Il y a peu de progrès sur le nombre de restaurants japonais halal parce que les règles sont très contraignantes. Les chefs, japonais ou non, trouvent ça difficile de faire la cuisine sans le saké et les autres ingrédients. En juin, ce congrès a réuni à Tokyo des investisseurs japonais et malaisiens sur le thème du halal. Le secteur agroalimentaire nippon lorgne sur ce marché mondial estimé à 600 milliards de dollars par an. Certains professionnels nippons ont même commencé à produire du riz et de la viande halal, avec notamment une date en tête. Je ne peux pas vous donner de nom, mais certains hôtels cherchent déjà à se préparer pour les Jeux Olympiques de 2020. Car 25 à 28% des athlètes sont musulmans et ils voudront manger halal. Alors certains traiteurs cherchent donc déjà à préparer des repas halal. En 2013, 10 millions de touristes ont visité le Japon et les autorités veulent doubler ce chiffre pour 2020. En misant sur le monde musulman, les voyagistes nippons cherchent aussi à réduire leur dépendance au tourisme chinois, sensible aux tensions politiques entre les deux pays.